Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Vicos, le podcast où on parle des victimes et où on les aime. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de mon histoire personnelle. Je vous avais donc quitté sur le soir où j'avais annoncé à Héloïse ce qui se passait pour moi. Elle allait m'accompagner le lendemain porter plainte. Le lendemain, nous sommes partis donc. Pour la première fois de ma vie, je suis allée dans un commissariat. J'ai cette chance d'être privilégiée et de n'être jamais allée au commissariat avant. Ah bah si, j'y étais passée une fois, on m'avait volé mon portefeuille, mais bon, j'étais jeune. Disons que là, j'y allais pour quelque chose qui allait changer ma vie et j'en étais parfaitement consciente. Je savais que c'était un tournant de ma vie de me pointer au commissariat et annoncer que j'allais porter plainte pour une agression sexuelle d'il y a 15 ans. Donc Héloïse vient me chercher le lendemain. Je sais pas, ce serait intéressant d'avoir sa parole, d'avoir son souvenir à elle, son point de vue. Sur tout ça, sur comment j'étais à ce moment-là. Moi, je m'en rappelle plus trop. J'étais dans une sorte de blackout. Enfin, vraiment, je la laissais faire, quoi. Enfin, c'était elle qui me conduisait. C'était elle qui m'amenait. Très enlideuse. Et heureusement, parce que j'y allais à reculons. Je n'avais pas du tout envie d'aller porter plainte, je n'avais pas du tout envie d'aller dans un commissariat, je ne savais pas dans quel truc j'allais me fourrer. Enfin, c'était trop impressionnant, trop effrayant. Et donc, je me suis longtemps questionnée sur pourquoi c'est si difficile pour des victimes d'aller porter plainte. Et il y a plusieurs raisons, à mon sens. La première, c'est parce que déjà la notion de responsabilité et de culpabilité. Même si aujourd'hui je suis capable, et j'en ai beaucoup parlé à mes amis, de dire je ne suis pas responsable, je ne suis pas coupable, mentalement, physiquement mon corps ne l'intègre pas, je ne sais pas comment dire, je n'y crois pas à 100%. Et la victime trouvera toujours le moyen d'expliquer que la situation lui était due, enfin qu'elle a provoqué cette situation, que quelque part elle n'a pas su voir assez les red flags, que elle n'a pas pu dire stop, elle n'a pas pu dire non. C'est terrible parce que c'est un mécanisme d'une puissance et d'une profondeur, mais ça met des années à désintégrer et même aujourd'hui, je ne peux pas. Je n'ai pas encore assez de ressources ni d'outils et je travaille avec mon psy. Coucou psy, merci d'être là. Mais ça me prendra sans doute des années. Et j'accepte complètement. Mais c'est chiant, vraiment c'est très très chiant. Donc voilà une des raisons premières pour lesquelles une victime ne portera pas plainte. C'est-à-dire que la victime ne se considère pas comme une victime puisque potentiellement elle est responsable un petit peu. La honte, en fait, c'est tellement facile d'aller dire, et je suis la première à le faire, c'est tellement facile d'aller dire à quelqu'un va porter plainte. Mais en fait, la honte d'être une victime, et c'est pour ça que j'ai appelé mon podcast Vicose, parce que je n'en peux plus que la honte soit associée au fait d'être une vicose, d'être une victime. En fait, j'ai été victime et je l'ai été à plein de reprises parce que c'est souvent comme ça. Une victime, une fois, malheureusement, elle l'est plusieurs fois dans sa vie. Bon, bah voilà, ok, je vais essayer de pas me haïr pour ça. Aujourd'hui. Mais il m'a fallu tellement d'années de thérapie pour arriver à ce raisonnement-là. Une victime a profondément honte de ce qui s'est passé, et quand on a honte, on veut cacher. C'est le premier réflexe, c'est taire, cacher, parce que si on cache, ça n'existe pas. Et c'est un peu le biais terrible qu'une victime va mettre en place de manière complètement inconsciente, c'est ne pas en parler, pas prendre le risque, mais ne pas en parler, c'est faire en sorte que ça n'existe plus. Et si ça n'existe pas pour les autres, pour nos proches, ben ça existe moins. Mais c'est pas vrai du tout. Pas vrai du tout. Je vais le redire encore une fois. Du tout. Être une victime, on peut pas faire semblant, ça laisse des traces. Je sais pas comment expliquer à quel point j'étais la première à ne pas croire à ces paroles. Moi, je me suis fait agresser à 12 ans, pendant une colonie de vacances, et ça a duré plusieurs semaines. Quand je suis rentrée de ma colonie de vacances, je me rappelle très bien, j'avais 12 ans, m'être juré de ne jamais en parler. C'était mon petit secret. C'était mon petit secret entre moi et moi. Et je m'étais promis que j'allais mourir avec cette information et que personne ne serait au courant jamais. Mais j'en étais presque heureuse de me dire que j'avais ce petit secret-là. C'était comme un petit secret avec moi, un petit truc... J'ai pas fait de déni sur la violence des gestes, j'ai fait un déni sur la violence et la souffrance que ça me provoquerait. Que ça m'a provoqué et que ça me provoquerait. Là-dessus, j'ai fait un déni. J'ai toujours pensé
que j'allais être plus forte que ça et que finalement c'était pas... Je m'en étais très bien remis, j'étais pas morte et puis voilà. Non, pas du tout. Ça a des conséquences sur tout, sur absolument tout. Sur le quotidien, et si on se fait agresser en étant petit ou petite, il y a des conséquences sur l'adolescence, sur le développement, sur le rapport au sexe, sur le rapport aux autres, sur le rapport amoureux. Ça crée des déséquilibres émotionnels profonds, des traumatismes profonds. Ça déséquilibre aussi le rapport aux parents, sûrement. Parce que du coup, ça engendre plein de petits mécanismes. Et du coup, on se sent abandonné parce qu'on n'a pas été protégé. Il y a des carences. Enfin, c'est monstrueux. C'est une petite pierre dans l'édifice qui vient absolument tout bouleverser. Encore une fois, je dis ça non pas pour désespérer, mais pour qu'on puisse prendre conscience tous ensemble de la violence. Et il suffit d'une main. Enfin, j'ai écouté l'avocate de Nicolas Bedos, décidément les Nicolas. Nicolas Bedos qui donc a eu plusieurs plaintes à son actif pour agression sexuelle de femmes. Et il n'a jamais été trop puni. Et là, récemment, il y a eu une peine qui est tombée, je crois 6 mois, où il n'est même pas en prison. Il a un bracelet électronique à la cheville et il va pouvoir vivre sa meilleure vie chez lui. Et son avocat disait que la sentence avait été trop dure, qu'il avait payé pour les autres. Je suis pas d'accord. Il a payé pour personne d'autre que lui-même. Il a touché les parties génitales d'une femme en boîte de nuit sans son consentement. Ça peut paraître anodin pour certains et certaines. Je vous assure que même ce geste-là, qui peut paraître petit, a des conséquences catastrophiques. Je vais le redire encore une fois pour appuyer, catastrophique. Est-ce que c'est bien clair? Pardon, je veux pas vous engueuler, mais c'est lunaire de penser pour quelqu'un d'autre et de se dire « Oh, mais ça va, elle a pas... » En fait, on ne sait pas. On ne peut pas se permettre d'imaginer les conséquences et quand on a été victime, on sent les nôtres. Donc je me permets d'imaginer et encore, je sais que je ne sais pas. Je ne supporte pas les gens qui jugent sans savoir de ce qui est ou pas traumatisant. Ça me met dans un état de colère, je vous jure, c'est des paroles qui peuvent me faire sortir de mes gonds. Vraiment, peut me mettre dans un état pas croyable. Donc nous avons la culpabilité, la honte. En fait, la victime est moins importante que les autres. C'est-à-dire, moi, c'est pas grave si je suis dévastée ou touchée et que j'ai des conséquences toute ma vie. Mais je veux pas que mes proches le savent, parce que ça serait plus grave de les rendre malheureux que moi je sois malheureuse. Et ça, c'est terrible parce que c'est réel. C'est vraiment les mécanismes de conscience d'une victime. Alors qu'en soi, non, c'est pas du tout plus grave. Et puis peut-être qu'ils voudraient le savoir. Et puis peut-être que... ils vont pas être agressés, ils vont juste savoir que quelqu'un d'autre est agressé. Les conséquences sont bien moindres. Tout ça, c'est très complexe. Mais ça empêche beaucoup de victimes de parler. Et puis, il y a aussi le package, la peur de ne pas être cru, parce que quand on prend un risque pour aller prendre la parole, si jamais la personne en face nous dit « c'est pas vrai », le courage que ça a demandé, l'énergie. Et si Martine ou Martin dit non, écoutez, pas de preuve, on n'y croit pas. Je veux dire, là, là, c'est plus 3 Xanax qu'il faut prendre, faut appeler la police, demander vraiment des camions de Xanax pour la personne. C'est extrêmement douloureux, traumatisant, et du coup, on préfère vivre avec ce qu'on a ou par peur de creuser encore plus le trauma. Ce qui est dingue parce on devrait ne pas avoir peur de la justice, surtout en tant que victime. On devrait pouvoir avoir confiance. Ouais, confiance en la justice, confiance dans le fait d'être reçu, écouté et cru. Mais bon, c'est difficile. Ils font sûrement du mieux qu'ils peuvent. Voilà. Pour toutes ces bonnes raisons, je n'avais pas du tout envie d'aller porter plainte. Et puis, nous allons donc à ce commissariat. Et quand on rentre, je veux dire, c'est comme tout établissement public, préfecture, mairie, truc administratif. Il y a un accueil, devant l'accueil, et une petite étiquette au sol avec marqué « Ne pas franchir cette ligne pour intimité ». Vous savez, là, le truc chez les docteurs. Bon. Donc là, il y a 15 personnes derrière cette ligne, et une personne au comptoir. Comment vous dire ? C'est une étiquette au sol, hein. Tout le monde entend tout. Enfin, je veux dire, c'est pas un mètre qui font qu'on va pas entendre. Surtout que l'atmosphère du commissariat, elle est vraiment particulière. J'avais vraiment l'impression de franchir une zone hors du temps. Vraiment, c'est une faune folle. Il y a une tension et une énergie vraiment très, très bruyante, très forte. Il y a des gens qui sont un peu inquiétants. Il
Il y a un monsieur qui est alcoolisé, qui crie. Il y a une femme assise sur une chaise qui pleure, on ne sait pas pourquoi, c'est stressant. Un papa avec son fils, qui n'ont pas l'air au top. Enfin, vraiment, c'est une atmosphère particulière. Tout le monde se regarde un peu en chien de faïence, personne... Enfin, c'est terrible. Et nous, on arrive avec ma pote, et quand c'est arrivé mon tour, je bégayais un peu parce que c'était la première fois que je prononçais ces mots. Je viens porter plainte pour une agression il y a 15 ans. Et en fait, il faut dire ces mots forts, puis il faut les dire vite, parce qu'il y a une file derrière moi, donc il faut que je me dépêche. Je peux pas prendre mon temps de respirer, de dire... Enfin, c'est lunaire la situation. Faut être prêt à pouvoir dire ces mots. Enfin, et à la fois, faut être prête à dire ces mots, et en même temps, si on va au commissariat, c'est qu'on n'est pas bien. Enfin, c'est qu'on n'est pas dans un délire où c'est facile de parler. Donc, puis, t'as la personne en face, quoi, qui te regarde et qui te dit, mais qu'est-ce que vous racontez? J'ai porté plainte en 2020, et c'est pas 2024, hein. Je vous jure qu'en termes de MeToo, de prise de parole de victimes, de libération de la parole de la femme, de féminisme, de questionnement sur le patriarcat et les violences sexistes et sexuelles, on avance au jour le jour. C'est-à-dire que vraiment, 2024, on a l'impression qu'on a bien avancé, on est encore loin du compte, mais c'est vraiment, chaque jour est un nouveau step très important. Donc 2020, on était vraiment à la préhistoire des violences et des agressions sexuelles. Le MeToo, c'était en 2017. Donc c'était tout frais. La loi de la prescription venait d'être passée, parce que maintenant la temporalité de la prescription a été agrandie, fait que maintenant on peut porter plainte 20 ans après sa majorité. Ça laisse du temps. Donc j'étais loin de la prescription, très loin, mais la meuf elle était dépassée. Elle me disait mais quoi, mais une agression sexuelle d'il y a 15 ans, mais... Eh Patrick, on a une agression sexuelle d'il y a 15 ans là, faut venir. En fait ils sont pas du tout formés, ni habitués, ni... Ils savent pas. Et après, faut raconter l'histoire au guichet, hein, pour qu'ils aient une idée. Donc imaginez, moi au guichet, oui, le gars, il est sorti de prison, m'a recontacté, mais il m'a agressé il y a 15 ans, quand j'avais 12 ans et tout, et... Mais la meuf, elle se dit, mais c'est pas possible, elle me mitonne, enfin qu'est-ce que... Et la grande chance que j'ai eue dans mon malheur, c'est qu'elle a eu l'intelligence de me demander son nom. Elle m'a dit, bah, s'il a été en prison pendant 12 ans, il doit être dans nos fichiers, ainsi il vient de sortir. Je lui ai donné son nom, et quand elle l'a tapé sur l'ordinateur, elle a changé de visage. Elle a un peu fait, ah, elle m'a dit, ah bah oui, effectivement, il était à la prison de tatata. Et là, elle m'a mis en salle d'attente un peu plus loin, toute seule. Enfin, il y avait Hello avec moi, il me semble, mais elle m'a dit, bon bah, je vais prendre votre déposition. Donc j'avais passé un step. Et puis là, c'est flou. J'ai attendu dans un endroit, on m'a vraiment aseptisé, puis elle est venue. Puis elle m'a dit, écoutez, je vais prendre votre déposition, mais moi je peux rien faire pour vous. En fait, quand on se fait agresser, quand on est mineur, il faut aller porter plainte à la brigade des mineurs. Même si vous êtes majeur aujourd'hui, il faut retourner à la brigade des mineurs et c'est eux qui vous aideront pour la suite. Et alors, il faut savoir que mineur, pour la brigade des mineurs, c'est de 12 à 15 ans. 15 ans, c'est la majorité sexuelle, il me semble. À partir de là, je crois que ça ne concerne plus la brigade des mineurs. Voilà. Et donc, nous sommes rentrés chez moi et je me rappelle que Hello m'a dit, bah, on y retourne demain. On va à la brigade des mineurs demain. Parce que c'était trop tard quand je suis sortie du premier commissariat. On y est retourné le lendemain. Et je vous raconterai cette arrivée à la brigade des mineurs dans le prochain épisode. En attendant, je vous souhaite de prendre soin de vous. J'apporte tout mon soutien évidemment aux personnes qui se sentent concernées. Je continuerai de mettre des numéros d'aide dans la barre d'infos. Merci de m'écouter, ça me touche beaucoup. Et puis, je vous dis à très vite. Ciao!